Il faisait griller des sardines, sur notre terrasse commune, à 23 heures un mardi soir. Encore une fois, la fumée entrait directement dans ma chambre par la fenêtre entr'ouverte. Cette odeur de poisson grillé, âcre et tenace, qui s'accrochait aux rideaux, au linge, aux draps. Ma femme s'est retournée dans le lit en grognant. Demain matin, j'avais un rendez-vous client à 7 heures, un audit financier pour une PME du quartier de la Joliette. Le genre de réunion où tu dois être impeccable, concentré, professionnel. Je me suis levé. J'ai regardé par la fenêtre. Là-haut, sur le toit, je voyais la lueur orangée du barbecue. J'entendais ses rires, ceux de ses amis, de la musique qui sortait de son enceinte portable. Un mardi soir, à 23 heures passées, j'ai attrapé mon téléphone. Pas pour l'appeler, non, pour filmer. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. Ça allait se terminer, d'une manière ou d'une autre. Mon nom, c'est Philippe. J'ai 50 ans. Je suis comptable, expert comptable pour être précis. J'ai mon propre cabinet depuis 12 ans. Je vis à Marseille, dans le 6e arrondissement, près du cours Julien. Un quartier que j'adore, vivant, coloré, avec ses marchés, ses terrasses de café, ses galeries d'art. Ma femme Nathalie et moi, on a acheté notre appartement il y a 18 ans, au 4e étage d'un immeuble haussmannien de la fin du 19e siècle. 110 mètres carrés, avec des moulures au plafond, un parquet qui craque sous les pas et une vue sur les toits de Marseille qui m'émeut encore après toutes ces années. Mais ce qui rend notre immeuble vraiment spécial, c'est la terrasse sur le toit. 300 mètres de bonheur, accessible par un escalier depuis le 5e étage, carrelé en terre cuite, avec des jardinières que les résidents entretiennent ensemble depuis décennies, des lauriers roses, des bougainvilliers, du jasmin qui embaume les soirs d'été, et surtout une vue à couper le souffle sur Notre-Dame de la Garde d'un côté, sur la mer Méditerranée de l'autre. Quand le soleil se couche, le ciel devient rose, puis orange, puis violet. C'est un spectacle que je ne me lasse jamais de regarder. Cette terrasse, c'est le joyau de notre copropriété. Elle appartient à tous, aux 12 appartements de l'immeuble. On l'a toujours partagée dans le respect et la bonne entente. Le règlement de copropriété est clair. Pas de bruit après 22 heures. Pas de barbecue, à cause des risques d'incendie et des nuisances pour les voisins. Pas d'événements privés sans l'accord préalable du syndic et des autres copropriétaires. Des règles simples, du bon sens, de la courtoisie. Pendant 15 ans, tout le monde a respecté ces règles. On organisait parfois des apéritifs collectifs, tous ensemble, le premier samedi de l'été. On arrosait les plantes à tour de rôle. On balayait les feuilles mortes à l'automne. C'était notre petit paradis méditerranéen, notre refuge. Et puis, Monsieur Lavigne est arrivé. Si vous avez déjà vécu une situation similaire avec un voisin qui a tout gâché, dites-le moi dans les commentaires. Parce que ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire de comment un seul homme peut détruire des années d'harmonie. Et de comment je l'ai arrêté. Sébastien Lavigne a emménagé au 2e étage en mars 2022. Il avait racheté l'appartement des Merciers, un couple de retraités adorables qui partaient vivre près de leurs petits-enfants à Lyon. 140 000 € pour 75 mètres carrés. Une bonne affaire dans ce quartier. L'appartement avait besoin de travaux, mais le potentiel était là. La première fois que je l'ai croisé, c'était dans l'escalier. Un homme d'une quarantaine d'années. Grand, cheveux poivre et sel coiffés en arrière, chemise blanche ouverte sur un torse bronzé, une montre tape à l'œil au poignet, le genre de type qui se regarde dans chaque surface réfléchissante qu'il croise. Il m'a serré la main avec un sourire commercial et m'a dit « Enchanté voisin, je suis Sébastien, je viens d'acheter au 2e, on va bien s'entendre ». J'aurais dû me méfier de cette assurance excessive, de ce tutoiement immédiat, de cette familiarité qui sonnait faux. J'ai appris plus tard par Madame Fontaine du 3e, qui connaît tout le monde, qu'il venait de divorcer, que son ex-femme avait gardé la maison à Aix-en-Provence, qu'il avait 2 enfants qu'il voyait un week-end sur 2, qu'il travaillait comme commercial dans l'automobile chez un concessionnaire du boulevard Michelet. Le genre de vie qui peut rendre amer, le genre de circonstances qui peuvent pousser quelqu'un à vouloir prouver quelque chose, à lui-même, aux autres. Les premières semaines, tout allait bien. On le croisait de temps en temps. Il faisait des travaux dans son appartement. Des ouvriers allaient et venaient. Du bruit pendant la journée, rien d'anormal. Il avait l'air de vouloir s'intégrer. Il disait bonjour, il tenait la porte. Il a même participé à la collecte pour le cadeau de départ de Madame Rodriguez, la gardienne qui prenait sa retraite. Et puis est arrivé le premier week-end de juin. Je m'en souviens parfaitement. C'était un samedi. Il faisait 28 degrés. Une de ces premières journées chauves qui annoncent l'été. Ma femme et moi, on avait passé la journée à la plage des Catalans. On était rentrés fatigués mais heureux, avec du sable entre les orteils et le goût du sel sur les lèvres. On avait dîné léger sur notre petit balcon. Vers fin de 2h30, on s'apprêtait à aller se coucher.
C'est là que ça a commencé. Une basse sourde, ce boum, boum, boum qui traverse les murs, les plafonds, les planchers, qui résonne dans la cage thoracique, qui empêche toute pensée cohérente. Et des voix, des rires, des cris qui venaient d'en haut, de la terrasse. Je suis monté, en pyjama avec juste un pull enfilé à la hâte. L'escalier jusqu'au 5e, puis l'échelle de meunier jusqu'à la trappe du toit. Quand j'ai ouvert cette trappe, j'ai découvert un spectacle surréaliste. Une quinzaine de personnes, des types de son âge, la quarantaine, en chemises ouvertes et pantalons de lin. Des femmes en robe d'été, verre de rosé à la main. Une enceinte Bluetooth qui crachait du reggaeton à plein volume. Des bouteilles de vin sur le rebord du mur, des mégots de cigarettes jetés dans les jardinières. Et au milieu de tout ça, Lavigne, qui levait son verre en racontant une histoire à son public conquis. Je me suis approché. J'ai dû lui tapoter l'épaule pour qu'il me remarque. Il s'est retourné avec un grand sourire et m'a dit « Oh, le voisin, viens boire un coup !» Je lui ai expliqué calmement que le règlement de copropriété interdisait le bruit après 22 heures, que la terrasse était un espace partagé, que ses invités dérangeaient tout l'immeuble. Il m'a regardé comme si je venais de lui parler en chinois. Puis il a ri. Un rire condescendant, et il m'a dit « Relax mec, on profite juste de l'été, c'est samedi soir, vis un peu !» J'avais envie de lui dire que j'avais 20 ans de plus que lui, et que vivre, pour moi, ça signifiait aussi dormir correctement, respecter mes voisins, et ne pas me comporter comme un adolescent attardé. Mais je me suis retenu, j'ai insisté poliment. Il a soupiré théâtralement et a dit à ses amis « Bon, le vieux du 4e veut dormir, on va baisser un peu. » Un peu. Le volume est passé de insupportable à très désagréable. Les conversations ont continué jusqu'à 2 heures du matin. Je n'ai pas dormi avant 3 heures. Le lendemain matin, quand je suis monté sur la terrasse pour constater les dégâts, j'ai trouvé des bouteilles vides partout, des verres en plastique, des restes de chips écrasés sur le carrelage, des mégots. Et le pire, quelqu'un avait vomi dans la jardinière du Jasmin, celle que Madame Fontaine entretenait avec amour depuis 15 ans. J'ai tout nettoyé moi-même, avec un sac poubelle et des gants de ménage, parce que c'était ça ou laisser les autres résidents découvrir ce carnage. Si cette histoire vous met déjà en colère, attendez la suite. Et si vous voulez voir comment tout ça se termine, restez jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez les histoires où justice est rendue. J'ai décidé de laisser passer cet incident, de lui donner une seconde chance. Peut-être qu'il ne connaissait pas les règles, peut-être qu'il avait voulu fêter son emménagement et que ça ne se reproduirait pas. J'ai même rédigé un petit mot que j'ai glissé dans sa boîte aux lettres, lui rappelant gentiment le règlement de copropriété et lui proposant de prendre un café pour faire connaissance. Il n'a jamais répondu. 2 semaines plus tard, un mercredi soir, ça a recommencé. Moins de monde cette fois, une dizaine de personnes, mais le même scénario. Musique, conversation bruyante, jusqu'à minuit passé. Cette fois, c'est ma femme Nathalie qui est montée. Nathalie est institutrice. Elle se lève à 6 heures tous les matins. Elle a besoin de ses 8 heures de sommeil. Et surtout, elle souffre d'insomnie chronique depuis des années. Quand son sommeil est perturbé, elle peut passer des nuits entières à fixer le plafond, l'anxiété lui nouant l'estomac. Elle est redescendue 10 minutes plus tard, les larmes aux yeux. Il lui avait ri au nez, il lui avait dit de prendre des somnifères si elle n'arrivait pas à dormir, devant ses amis qui ricanaient. Cette nuit-là, en regardant ma femme pleurer de fatigue et d'humiliation dans notre lit, j'ai senti quelque chose changer en moi. Une colère froide, sourde, qui ne m'a plus quitté pendant des mois. Les semaines suivantes, j'ai commencé à tenir un journal. Un document Excel parce que c'est mon métier, les chiffres et les documents. Date, heure de début, heure de fin, nombre approximatif de personnes, niveau de bruit, conséquences. J'ai noté chaque incident, méthodiquement. Le 23 juin, de 21 h à 1 h du matin, 8 personnes. Musique forte, Nathalie n'a pas dormi. Le 1er juillet, de 20 h à minuit, 12 personnes. Barbecue allumé malgré l'interdiction, fumée dans tout l'immeuble. Monsieur Castellan du 5e, qui a de l'asthme, a dû utiliser sa ventoline. Le 8 juillet, de 22 h à 3 h du matin, 15 personnes. Un des invités a uriné par-dessus le muret du toit, sur le balcon de Madame Fontaine, juste en dessous. Vous avez bien lu. Quelqu'un a uriné du toit sur le balcon d'une dame de 72 ans. Quand Madame Fontaine est venue me voir le lendemain matin, tremblante d'indignation, ses géraniums souillés à la main, j'ai compris que ce n'était plus seulement mon problème. C'était devenu le problème de tout l'immeuble. J'ai commencé à parler aux autres copropriétaires, un par un. Dans l'escalier, dans le hall, chez eux autour d'un café. Je voulais savoir si j'étais le seul à être excédé ou si le sentiment était partagé. Il était partagé.
Unanimement, Monsieur et Madame Castellan du 5e, un couple de médecins à la retraite, n'en pouvaient plus. Leur chambre était juste sous la terrasse. Chaque soirée de la veille, c'était comme dormir sous une discothèque. Les Durand du 1er, un jeune couple avec un bébé de 6 mois, étaient au bord de la crise de nerfs. Leur petite se réveillait à chaque éclat de rire, à chaque pic de musique. Ils passaient leur nuit à la bercer. Madame Benamou du 3e, une avocate d'affaires qui travaillait souvent tard le soir, avait dû annuler des appels professionnels importants à cause du bruit de fond. Même Monsieur Grimaldi du rez-de-chaussée, un retraité de la SNCF, plutôt du genre à ne pas faire de vagues, avait commencé à perdre patience. 11 appartements sur 12, tous concernés, tous excédés. Le 12e, c'était Lavigne lui-même. Qu'auriez-vous fait à ma place? Continuer à subir, déménager ou agir? Dites-moi votre avis dans les commentaires. J'ai décidé d'agir, mais pas n'importe comment. J'ai 50 ans, j'ai appris une chose dans la vie. Dans ce pays, en France, si tu veux gagner contre quelqu'un, tu dois suivre les procédures. Tu dois documenter, tu dois être irréprochable. La justice française est lente, elle est compliquée, elle est frustrante, mais elle finit par fonctionner, si tu fais les choses correctement. Ma première étape a été d'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur Lavigne. Pas un mot glissé sous la porte, pas un texto. Une vraie lettre, en recommandé, avec mon nom, ma qualité de copropriétaire et un rappel détaillé des articles du règlement de copropriété qu'il violait. J'ai cité l'article 7 sur l'usage des parties communes, l'article 12 sur les nuisances sonores, l'article 15 sur l'interdiction des barbecues. J'ai listé les dates et heures de chaque incident que j'avais documenté. J'ai conclu en lui demandant de cesser immédiatement ses comportements sous peine de poursuite. L'accusé de réception m'est revenu signer 3 jours plus tard. Il avait reçu ma lettre. Sa réponse est arrivée une semaine après. Pas en recommandé. Un simple papier dans ma boîte aux lettres. Quelques lignes griffonnées à la main. Je les ai gardées. Je m'en souviens mot pour mot. Il avait écrit « Cher voisin, je vis ma vie, vous devriez faire pareil. Si le bruit vous dérange, achetez des boules Kiss, cordialement. Cordialement, avec un petit smiley dessiné à côté. J'ai encadré cette lettre. Enfin, pas vraiment, mais je l'ai gardée précieusement dans mon dossier. Elle allait me servir plus tard. L'été a continué. Les soirées aussi. Lavigne avait apparemment décidé que ma lettre recommandée était une déclaration de guerre et qu'il allait me montrer qui était le patron. Les fêtes sont devenues plus fréquentes, plus longues, plus bruyantes. Il a commencé à appeler la terrasse sa terrasse. Je l'ai entendu, un soir, dire à un de ses amis au téléphone « Oui, viens, on se retrouve sur ma terrasse, c'est le meilleur spot de Marseille pour voir le coucher de soleil. » Sa terrasse, notre terrasse commune, celle qui appartient aux 12 copropriétaires. Il a commencé à y installer ses affaires. D'abord une chaise longue, puis 2, puis une table de jardin en teck, puis un parasol, puis une glacière qu'il laissait là en permanence, puis un système d'enceinte Bluetooth fixé au mur avec des vis. Oui, il a percé des trous dans le mur de notre terrasse commune pour fixer ses enceintes personnelles. Et puis, il y a eu les guirlandes lumineuses, des dizaines de mètres de guirlandes à LED qu'il a installées tout autour du muret, branchées sur une rallonge qui descendait jusqu'à son appartement par la façade extérieure. Sans demander l'autorisation à personne, sans en parler au syndic, sans même mentionner que ça allait augmenter les charges électriques communes. La terrasse était devenue son salon d'été personnel, son rooftop privé comme il disait, avec son accent du sud matiné d'anglicisme ridicule. Et nous, les autres copropriétaires, on n'osait plus y monter. Je me souviens d'un soir de juillet. Ma femme et moi, on avait prévu de monter regarder le coucher de soleil, quelque chose qu'on faisait régulièrement avant. On avait préparé une bouteille de rosé frais et quelques olives. On est monté. Et on a trouvé Lavigne installée là avec 3 amis, vautrés dans leur transat, leur musique qui jouait, leur bière à la main. Il nous a vus arriver et nous a dit « Oh, vous vouliez la terrasse? Désolé, on est déjà là. Revenez demain. » Revenez demain, sur notre propre terrasse, celle qu'on paye dans nos charges de copropriété. Ma femme m'a tiré par la manche. Elle ne voulait pas de confrontation. On est redescendu. On a bu notre rosé sur notre petit balcon, avec vue sur la rue au lieu de la mer. Ce soir-là, j'ai pleuré. De rage, de frustration, d'impuissance. Je sais que ça peut paraître excessif. Ce n'est qu'une terrasse après tout. Ce ne sont que des soirées bruyantes. Il y a des problèmes plus graves dans le monde. Mais quand tu travailles toute ta vie pour acheter un appartement, quand tu économises pendant des années pour t'offrir ce petit bout de paradis, quand tu crées des souvenirs avec ta famille dans cet endroit, et qu'un type débarque et te vole tout ça avec son arrogance et son mépris, c'est violent. C'est une forme de vol. Un vol de tranquillité, un vol de dignité.
Si vous comprenez ce sentiment, si vous avez déjà ressenti cette rage face à l'injustice quotidienne, mettez un pouce bleu sur cette vidéo. Ça me ferait du bien de savoir que je ne suis pas seul. Le point de rupture est arrivé le 12 août. La date est gravée dans ma mémoire. C'était un vendredi soir. Il faisait une chaleur étouffante, 34 degrés à 20 heures. Marseille suffoquait sous une vague de chaleur qui durait depuis une semaine. Les volets étaient fermés toute la journée pour garder la fraîcheur. Le soir, enfin, on ouvrait les fenêtres pour laisser entrer l'air de la nuit. Vers 19 heures, j'ai vu des gens arriver dans l'immeuble. Beaucoup de gens. Des types que je ne connaissais pas, qui passaient dans le hall avec des glacières et des sacs. Ils montaient directement vers les étages supérieurs. À 20 heures, le bruit a commencé. Plus fort que d'habitude, beaucoup plus fort. À 21 heures, j'ai compris ce qui se passait. Lavigne avait organisé une fête d'anniversaire. Pas une petite soirée entre amis, une vraie fête. Avec un DJ professionnel, avec des platines, des enceintes montées pour l'occasion, un système son qui aurait pu remplir une salle de concert. La basse faisait trembler les murs de notre appartement, littéralement trembler. Les verres vibraient dans le placard de la cuisine, les cadres photos bougeaient sur les étagères. C'était comme vivre à l'intérieur d'un tambour. Je suis monté, j'ai ouvert la trappe du toit et j'ai découvert l'apocalypse. Il y avait au moins 40 personnes sur la terrasse, peut-être 50, des gens partout, debout, assis sur le muret, leurs jambes pendant dans le vide, 5 étages au-dessus de la rue, en train de danser, de boire, de fumer, de hurler pour se faire entendre par-dessus la musique. Le DJ était installé dans un coin, son ordinateur branché sur une table de mixage, ses grosses enceintes noires pointées vers la ville, comme s'il voulait que tout Marseille entende. Des bouteilles de champagne circulaient, des verres en plastique jonchaient le sol. Quelqu'un avait renversé un seau de glaçons sur le carrelage. L'odeur de cigarettes et d'alcool était écœurante. Et au milieu de tout ça, Lavigne, en chemise à fleurs ouverte sur son torse, une couronne en carton doré sur la tête. 43 ans d'après ce que j'avais appris. Il dansait comme un adolescent, les bras en l'air, le sourire aux lèvres. J'ai essayé de lui parler. Impossible. La musique était trop forte. J'ai crié. Il ne m'entendait pas, ou il faisait semblant de ne pas m'entendre. Un de ses amis m'a bousculé. Un type éméché qui m'a regardé de haut en bas et m'a dit « C'est qui le vieux en pyjama ?» J'ai redescendu les escaliers. J'ai appelé la police, le commissariat du 6e arrondissement. J'ai expliqué la situation. Tapage nocturne, mise en danger des personnes, occupation illégale d'une partie commune. L'opérateur m'a dit qu'une patrouille passerait quand elle serait disponible. Elle n'est jamais venue. J'ai rappelé à 23 heures, à minuit, à 1 heure du matin. Toujours la même réponse. Patrouille en intervention. Priorité aux urgences. Nous notons votre plainte. La fête a duré jusqu'à 4 heures du matin. 4 heures du matin. Un vendredi soir qui était devenu un samedi matin. 7 heures de bruit ininterrompu, de basses qui résonnaient dans nos corps, d'impossibilité de dormir, de se reposer, de penser. Ma femme a fait une crise d'angoisse vers 2 heures. Je l'ai trouvée recroquevillée dans la salle de bain, les mains sur les oreilles, en pleurs. Elle tremblait. Elle répétait « Je n'en peux plus, Philippe, je n'en peux plus !» J'ai passé le reste de la nuit à la bercer, à lui parler doucement, à essayer de la calmer. Les basses traversaient toujours les murs. Le lendemain matin, quand le silence est enfin tombé, je suis monté sur la terrasse. Le spectacle était apocalyptique. Des bouteilles partout, des dizaines, champagne, vin, bière, vodka. Des verres en plastique par centaines, des assiettes en carton avec des restes de nourriture, des mégots de cigarettes, des centaines, écrasés sur le carrelage, dans les jardinières, partout. Du verre brisé. Une bouteille avait été cassée contre le muret. Et du vomi, dans au moins 3 endroits différents. Les jardinières étaient saccagées. Le jasmin de Madame Fontaine, celui qu'elle chouchoutait depuis 15 ans, avait été piétiné. Les fleurs étaient écrasées, les branches cassées, la terre retournée. Quelqu'un avait tagué sur le mur. Un cœur avec des initiales à l'intérieur. À la bombe de peinture noire, sur le mur blanc de notre immeuble datant de 1890. J'ai pris des photos, des dizaines de photos, méthodiquement, systématiquement, avec l'horodatage activé sur mon téléphone. Chaque bouteille, chaque mégot, chaque dégât, le tag, les jardinières détruites, le vomi. Puis je suis descendu voir les Castellan. Ils n'avaient pas dormi de la nuit non plus. Madame Castellan, 68 ans, cardiaque, avait dû prendre un anxiolytique. J'ai vu les Durand. Leur bébé avait hurlé toute la nuit. Ils avaient les yeux creusés, le teint gris, cette tête des parents épuisés qui ne savent plus comment tenir. J'ai vu Madame Fontaine. Elle pleurait devant ce qui restait de son jasmin.
Ce jour-là, debout sur cette terrasse dévastée, j'ai pris une décision. Je n'allais plus subir, je n'allais plus me plaindre, je n'allais plus espérer que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. J'allais détruire Sébastien Lavigne. Légalement, méthodiquement, complètement. D'où regardez-vous cette vidéo? De Marseille comme moi? De Paris? D'ailleurs en France? Dites-moi dans quelle région vous habitez. Je suis curieux de savoir d'où vient notre communauté. La première chose que j'ai faite, le samedi matin, c'est de convoquer une réunion d'urgence. J'ai imprimé une convocation que j'ai distribuée dans chaque boîte aux lettres. Réunion exceptionnelle des copropriétaires, dimanche 14 août à 10 h, chez moi. Ordre du jour unique, le cas Lavigne. Le dimanche matin, à 10 h précises, mon salon était plein. 11 personnes, tous les copropriétaires sauf un. Lavigne, évidemment, n'était pas invité. J'avais préparé des cafés, des croissants, des jus d'orange. Je voulais que cette réunion soit professionnelle, organisée, efficace. Comme les réunions de travail que j'anime avec mes clients. J'ai commencé par faire un tour de table. Chacun a raconté ce qu'il avait vécu. Les nuits blanches, le stress, les problèmes de santé, l'impossibilité de profiter de leur propre logement. Les témoignages se sont enchaînés pendant plus d'1 heure. Certains ont pleuré, d'autres ont crié. La colère était palpable. Puis, j'ai présenté mon dossier. 3 mois de documentation méthodique, mon tableau Excel avec toutes les dates et heures, les photos aura datées, les copies de mes lettres recommandées, la réponse méprisante de Lavigne, les photos de la terrasse après la fête. J'ai fait circuler le tout. Les gens regardaient, hochaient la tête, serraient les mâchoires. Et puis, j'ai présenté mon plan. Étape 1. Nous allions contacter immédiatement notre syndic de copropriété. Pas le gardien, qui avait démissionné et n'avait pas encore été remplacé. Le syndic professionnel, la société qui gère administrativement notre immeuble. Nous allions exiger une assemblée générale extraordinaire. Étape 2. Lors de cette assemblée, nous allions voter de nouvelles mesures de sécurité pour la terrasse. Un digicode, des horaires d'accès restreints, des sanctions automatiques pour toute violation. Étape 3, nous allions envoyer à Lavigne une mise en demeure collective, signée par tous les copropriétaires, lui ordonnant de retirer ses affaires personnelles de la terrasse et de cesser ses nuisances sous peine de poursuite judiciaire. Étape 4, si rien ne changeait, nous allions saisir un avocat et porter l'affaire devant le tribunal judiciaire de Marseille. Le vote a été unanime, 11 voix pour, 0 contre. Ce dimanche-là, je suis devenu officiellement le chef de la résistance contre Lavigne, le référent, celui qui allait coordonner toutes les actions. C'était ma bataille, j'allais la gagner. Le lundi matin, j'ai appelé notre syndic, Cabinet Immobilier Fossin, une société installée près du Vieux-Port. J'ai demandé à parler au gestionnaire de notre immeuble, une femme, Madame Parmentier. Je lui ai expliqué la situation. Elle a soupiré. Elle m'a dit qu'elle recevait des plaintes concernant notre immeuble depuis des mois, qu'elle avait déjà envoyé 2 courriers à Monsieur Lavigne, qu'il n'avait jamais répondu. Je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas fait plus. Elle m'a dit qu'elle gérait 200 copropriétés et qu'elle ne pouvait pas tout suivre, que c'était aux copropriétaires de se mobiliser. J'ai serré les dents. Je lui ai dit que nous nous mobilisions, que nous voulions une assemblée générale extraordinaire dans les meilleurs délais, qu'elle devait envoyer les convocations officielles sous 8 jours. Elle a dit qu'elle ferait le nécessaire. L'assemblée a eu lieu le 1er septembre, un jeudi soir à 19 h dans une salle de réunion louée près de la Canebière. Tous les copropriétaires étaient présents, même Lavigne. C'était la première fois que je le voyais dans un contexte officiel. Il est arrivé en retard, bien sûr, en bermuda et tongs, alors que tout le monde était en tenue correcte. Il s'est assis au fond de la salle, les bras croisés, avec un sourire narquois. L'ordre du jour comptait 3 points. Premièrement, la gestion de la terrasse commune. Deuxièmement, les manquements au règlement de copropriété. Troisièmement, les mesures à prendre. J'avais préparé une présentation, avec un rétroprojecteur emprunté à mon cabinet, des slides, des photos, des chiffres, des citations du règlement de copropriété. J'ai présenté les faits, méthodiquement, cliniquement, comme je présente un rapport d'audit à un client. Les dates, les témoignages, les preuves. Lavigne a tenté de m'interrompre plusieurs fois. Madame Parmentier, qui présidait la séance, lui a rappelé qu'il aurait son tour de parole. Quand il l'a eu, il s'est levé. Il a dit que j'étais un vieux grincheux jaloux de sa vie sociale, que la terrasse était faite pour être utilisée, que si les gens n'étaient pas contents, ils n'avaient qu'à déménager.
Le silence qui a suivi était glacial. Puis Madame Fontaine a levé la main. 72 ans, 1,55 m, 50 kilos toute mouillée. Elle s'est levée, elle a regardé Lavigne droit dans les yeux et elle lui a dit « Jeune homme, j'habite cet immeuble depuis 46 ans. J'ai vu naître des enfants ici, j'ai vu partir des amis, j'ai enterré mon mari qui adorait cette terrasse. Et vous, vous arrivez avec votre arrogance et vous nous dites de déménager. Vous devriez avoir honte. » Lavigne a essayé de répondre quelque chose, mais Madame Fontaine ne l'a pas laissé parler. Elle a ajouté « Et vous avez détruit mon jasmin. Celui que mon mari a planté l'année de notre mariage, je ne vous le pardonnerai jamais. » Elle s'est rassise. Lavigne avait l'air déstabilisée pour la première fois. Le vote a eu lieu ensuite. Première résolution. Installation d'un digicode sur la porte d'accès à la terrasse. Code changé tous les mois. Communiqué uniquement aux copropriétaires respectueux du règlement. Voté à l'unanimité moins une voix. Deuxième résolution. Interdiction d'accès à la terrasse entre 22 h et 8 h, sauf autorisation exceptionnelle du syndic. Voté à l'unanimité moins une voix. Troisième résolution. Retrait immédiat de tout mobilier personnel installé sur la terrasse sans autorisation. Délai de 7 jours. Voté à l'unanimité moins une voix. Quatrième résolution. Constat d'huissier aux frais de la copropriété pour documenter l'état actuel de la terrasse et les modifications non autorisées. Voté à l'unanimité moins une voix. Cinquième résolution. Mandat donné au syndic pour engager toutes les procédures judiciaires nécessaires contre tout copropriétaire ne respectant pas le règlement. Voté à l'unanimité moins une voix. La seule voix contre, à chaque fois, c'était Lavigne. À la fin de la réunion, il s'est levé sans serrer la main de personne. En partant, il m'a regardé et m'a dit « Tu ne sais pas à qui tu as affaire ». J'ai répondu calmement « Si, monsieur Lavigne, je sais exactement à qui j'ai affaire et vous allez l'apprendre aussi. Si vous pensez que j'ai bien fait de me battre, faites-le moi savoir avec un like, ça m'encourage vraiment. » La semaine suivante, le digicode a été installé. Un technicien est venu fixer le boîtier, programmer le système, distribuer les codes. Le 7 septembre, à 8 h du matin, un huissier de justice est monté sur la terrasse. Maître Bonnard, du cabinet de la rue Paradis. Un homme sec, précis, qui a passé 2 heures à photographier, mesurer, décrire dans un procès-verbal de 12 pages tous les éléments que Lavigne avait installés sans autorisation. Les transats, la table, le parasol, les enceintes vissées au mur, les guirlandes lumineuses, le câble électrique qui pendait sur la façade, le tag sur le mur, les dégâts aux jardinières. Le procès-verbal, dont j'ai gardé une copie, mentionnait également que ces installations constituaient une appropriation illégitime d'un espace commun et des modifications non autorisées de parties communes de l'immeuble. Le 8 septembre, le syndic a envoyé une mise en demeure recommandée à Lavigne. 7 jours pour retirer toutes ses affaires, faute de quoi la copropriété procéderait au retrait et facturerait les frais. Lavigne n'a pas retiré ses affaires. Le 15 septembre, nous avons engagé une société de déménagement. 2 hommes sont montés sur la terrasse et ont descendu méthodiquement tout le mobilier de Lavigne. Les transats, la table, le parasol, les enceintes, les guirlandes. Tout a été entreposé dans le local poubelle du sous-sol avec une note informant M. Lavigne qu'il pouvait récupérer ses biens sous 30 jours. Il n'est jamais venu les chercher. Mais ce qui s'est passé ensuite, personne ne l'avait prévu. Le 16 septembre, en fin d'après-midi, Madame Fontaine m'a appelé affolée. Elle voulait monter sur la terrasse pour arroser ce qui restait de ses plantes. Elle avait tapé le code. La porte ne s'ouvrait pas. Je suis monté vérifier. J'ai tapé le code. Rien. Le boîtier s'allumait, mais la porte ne s'ouvrait pas. J'ai regardé de plus près. Et j'ai compris. Lavigne avait changé la serrure. Il avait installé sa propre serrure avec son propre verrou sur la porte de la terrasse commune. Il nous avait tous enfermés dehors. Il nous avait littéralement interdit l'accès à notre propre espace commun. La rage que j'ai ressentie à ce moment-là est difficile à décrire. C'était au-delà de la colère, c'était de la stupéfaction mêlée d'incrédulité. Comment quelqu'un pouvait-il être aussi stupide, aussi arrogant, aussi convaincu de son impunité ? Parce que ce qu'il venait de faire, c'était un délit, une infraction pénale caractérisée, modification non autorisée de parties communes, privation d'usage d'un bien collectif, dégradation de biens appartenant à autrui. Il s'était tiré une balle dans le pied, avec un lance-roquette. J'ai appelé le syndic immédiatement. J'ai appelé Maître Bonnard, l'huissier. J'ai appelé un avocat que m'avait recommandé Madame Benamou. J'ai pris des photos de la nouvelle serrure. J'ai fait constater par témoin, 3 voisins présents, que nous ne pouvions plus accéder à la terrasse. Le lendemain matin, l'huissier est revenu. Nouveau constat. 8 pages, documentant le changement de serrure, l'impossibilité d'accès, les déclarations des témoins.
Le surlendemain, notre avocat, maître Delacroix, a déposé une plainte au commissariat du 6e arrondissement pour dégradation de biens appartenant à autrui et privation d'usage d'un bien commun. Le 8 septembre, notre avocat, maître Delacroix, a déposé une plainte au commissariat du 6e arrondissement pour dégradation de biens appartenant à autrui et privation d'usage d'un bien commun. Parallèlement, il a déposé une assignation en référé au tribunal judiciaire de Marseille. Procédure d'urgence. On demandait la remise en état immédiate de la serrure, l'interdiction pour la vigne d'accéder à la terrasse jusqu'au jugement et des dommages et intérêts provisionnels. L'audience en référé a eu lieu le 28 septembre, 3 semaines après le changement de serrure. Le tribunal judiciaire de Marseille, un bâtiment imposant près du Vieux-Port. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais mis mon costume gris, celui des grandes occasions. J'avais mon dossier sous le bras. 3 classeurs de preuves, de témoignages, de constats. Lavigne est arrivé seul, sans avocat, en jean et veste de costume mal assortie. Il avait décidé de se défendre lui-même. Première erreur. L'audience a duré 1 heure. Notre avocat a présenté les faits méthodiquement. Le comportement de Lavigne depuis son emménagement, les nuisances répétées, les avertissements ignorés, les décisions de l'Assemblée générale, le changement de serrure. Le juge, une femme d'une 50aine d'années au regard perçant, écoutait attentivement. Elle posait des questions précises, elle prenait des notes. Quand ça a été le tour de Lavigne de parler, il s'est lancé dans une tirade confuse. Il a dit que les voisins étaient jaloux de lui, que la terrasse était inutilisée avant qu'il arrive, qu'il l'avait embellie avec son mobilier, qu'on lui faisait du harcèlement, que c'était une cabale. Le juge l'a interrompu. Elle lui a demandé « Monsieur Lavigne, avez-vous ou non changé la serrure de la porte d'accès à la terrasse commune ?» Il a hésité. Puis il a dit « Oui, mais c'était pour protéger mes affaires. » Le juge a hoché la tête. Elle a dit « Monsieur Lavigne, vous reconnaissez donc avoir modifié une partie commune de l'immeuble sans autorisation et avoir privé des autres copropriétaires de l'accès à un espace qui leur appartient collectivement. » Il a balbutié quelque chose sur ses droits et sa liberté. Le juge l'a coupé. Elle a dit « Monsieur Lavigne, vous n'avez aucun droit de modifier une partie commune sans l'accord de la copropriété. C'est la loi. Votre liberté s'arrête là où commence celle d'eux autres. » L'ordonnance de référé est tombée 3 jours plus tard. Lavigne était condamné à remettre la serrure originale dans les 48 heures sous astreinte de 100 € par jour de retard. Il lui était interdit d'accéder à la terrasse jusqu'à l'audience au fond. Il devait payer 2000 € de provision sur dommages et intérêts à la copropriété et 1500 € de frais d'avocat. 3500 €, plus l'humiliation publique, plus l'interdiction d'accès. Il a reçu la décision par huissier. Il a fait changer la serrure le jour même, pas parce qu'il avait compris son erreur, parce que 100 € par jour, ça fait 3000 € par mois, et même un commercial automobile ne peut pas se permettre ça. Mais ce n'était pas fini, loin de là. À tous ceux qui vivent actuellement des problèmes de voisinage, qui se sentent impuissants face à quelqu'un qui ne respecte rien, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas seul. Et vous pouvez gagner. Il faut juste être patient, méthodique et ne jamais abandonner. L'audience au fond a eu lieu le 15 janvier de l'année suivante, 4 mois après le référé. Cette fois, Lavigne avait pris un avocat, un type nerveux en costume trop grand qui a essayé de plaider la bonne foi de son client, le harcèlement des voisins, le caractère excessif des sanctions demandées. Notre avocat, maître Delacroix, était implacable. Il a présenté le dossier complet. 3 classeurs, des centaines de pages, chaque incident documenté, chaque témoignage écrit et signé, chaque constat d'huissier, chaque photo hors daté, chaque lettre recommandée, chaque refus de Lavigne de se conformer aux règles. Il a lu à haute voix la réponse que Lavigne m'avait envoyée, celle avec le smiley. Il a montré les photos de la terrasse après la fête d'anniversaire. Il a lu le témoignage de Madame Fontaine sur son jasmin détruit. Il a montré les photos des enceintes vissées au mur, du tag, du câble électrique sur la façade. L'avocat de Lavigne a tenté de minimiser. Il a parlé de querelles de voisinage, de conflits de génération, d'intolérance. Le juge, le même que celui du référé, n'a pas été convaincu. Le jugement est tombé le 15 mars. Sébastien Lavigne était condamné pour violation répétée du règlement de copropriété, modification non autorisée de partie commune, privation d'usage d'un bien collectif et troubles anormés de voisinage. Il devait retirer tout objet personnel de la terrasse dans les 48 heures. C'était déjà fait depuis le référé. Il devait payer 3000 € d'amende au profit de la copropriété. Il devait payer 1500 € supplémentaires de frais de justice. Il devait payer 800 € pour la remise en état du mur tagué. Il devait payer 500 € pour le remplacement des plantes détruites. Il devait payer 300 € pour le nettoyage professionnel de la terrasse après la fête d'août. Total, 6100 €. Et surtout, il lui était interdit d'accéder à la terrasse pendant 1 an.
1 an complet, 365 jours sans pouvoir mettre un pied sur cet espace qu'il avait osé appeler sa terrasse. Quand j'ai lu le jugement, j'ai dû m'asseoir, les mains tremblantes, le cœur battant. Après des mois de stress, de fatigue, de doute, nous avions gagné, complètement. La vigne a fait appel. Évidemment, les gens comme lui ne reconnaissent jamais leur tort. L'audience en appel a eu lieu en septembre, la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cette fois, j'y suis allé avec ma femme. On s'est habillé comme pour un mariage. On voulait voir sa tête quand il perdrait à nouveau. Et il a perdu à nouveau. La cour d'appel a confirmé le jugement dans son intégralité. Elle a même ajouté 500 € de frais de justice supplémentaires. Total final, 6 600 €. La vigne est sortie du tribunal sans regarder personne, le teint gris, les épaules basses. Ce n'était plus le même homme que celui qui m'avait dit de prendre des boules caisses. Les mois suivants, on a appris par le bouche à oreille qu'il avait des problèmes d'argent, que son divorce lui avait déjà coûté cher. Que les amendes et les frais de justice l'avaient achevé, qu'il avait dû emprunter à sa famille pour payer. Et puis, en février de l'année suivante, presque 2 ans après son arrivée dans l'immeuble, on a vu un panneau apparaître sur sa fenêtre. À vendre. Il vendait, il partait. La vente a été compliquée apparemment. L'appartement avait des travaux inachevés. Et le bruit avait couru dans le quartier. Les agents immobiliers locaux savaient qu'il y avait eu un conflit. Les acheteurs potentiels posaient des questions. Il a fini par vendre en mai, bien en dessous du prix du marché, 30 000 € de moins que ce qu'il avait payé 2 ans plus tôt. Le jour où le camion de déménagement est venu chercher ses affaires, j'étais à ma fenêtre. Je l'ai vu sortir de l'immeuble pour la dernière fois. Il a levé les yeux vers les étages. Peut-être cherchait-il ma fenêtre. Peut-être pas. Il est monté dans sa voiture et il est parti. Je ne l'ai jamais revu. Si vous avez aimé cette histoire, si vous avez ressenti la satisfaction de voir la justice triompher, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Aujourd'hui, 1 an et demi après le départ de la vigne, la terrasse est redevenue ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, un espace de paix partagé. Le nouveau digicode fonctionne parfaitement. Tout le monde a le code. Tout le monde respecte les règles. Les horaires sont affichés clairement sur la porte. 22 h maximum. Pas de bruit excessif. Pas de barbecue. Respect des voisins. Les jardinières ont été replantées. Madame Fontaine a mis de nouveaux jasmins. Ils sont encore jeunes, mais ils grandissent. Elle monte les arroser tous les jours, à 8 h du matin. Parfois je la croise et on prend le café ensemble, là-haut, face à Notre-Dame de la Garde. Le mur tagué a été repeint. On a choisi un blanc légèrement cassé, plus chaud que l'ancien. Il y a même eu une discussion à l'Assemblée générale pour ajouter une fresque décorative, mais on a finalement décidé de garder la sobriété. C'est mieux comme ça. Un nouveau couple a acheté l'appartement de la vigne, les Marchands. Lui est ingénieur, elle est sage-femme. Ils ont 2 enfants, 7 et 4 ans. Des gens adorables. Ils sont venus se présenter à tout le monde le jour de leur emménagement. Ils ont apporté des gâteaux. La première fois qu'ils sont montés sur la terrasse, ils m'ont dit « On nous a raconté qu'il y avait eu des problèmes avec l'ancien propriétaire. » J'ai souri. J'ai dit « Oui, mais c'est du passé maintenant. Vous êtes les bienvenus. » Leur petite fille, la plus jeune, a trouvé un escargot dans les jardinières. Elle était émerveillée. Elle a demandé à Madame Fontaine si elle pouvait l'adopter. Madame Fontaine a ri pour la première fois depuis des mois. Ce soir-là, après que les Marchands sont redescendus coucher leurs enfants, je suis resté sur la terrasse. Ma femme était à côté de moi. On avait apporté une bouteille de rosé, des olives de Nyons, du fromage de chèvre du marché. Le soleil se couchait sur la Méditerranée. Le ciel était rose, puis orange, puis violet. La brise du soir sentait le sel et le thym. Quelque part en contrebas, on entendait les bruits de la ville, les klaxons, les conversations, la vie. Nathalie m'a pris la main. Elle m'a dit « On a récupéré notre terrasse ». J'ai hoché la tête, j'ai bu une gorgée de vin, j'ai regardé la mer, et j'ai souri. Cette histoire m'a appris quelque chose que je savais probablement déjà, mais que j'avais besoin de vivre pour vraiment comprendre. Face à l'injustice, face à ceux qui pensent que les règles ne s'appliquent pas à eux, on a toujours le choix. On peut subir, on peut fuir, ou on peut se battre. Se battre, c'est dur, c'est long, c'est épuisant. Il y a des moments où tu veux abandonner, des moments où tu te demandes si ça en vaut la peine, des nuits blanches, des disputes avec ta femme qui aimerait que tu lâches prise, des doutes. Mais si tu te bats correctement, si tu documentes tout, si tu suis les procédures, si tu restes calme et méthodique, si tu ne descends jamais à leur niveau, alors tu peux gagner. Et quand tu gagnes, la satisfaction n'est pas seulement personnelle. C'est la satisfaction de savoir que le système fonctionne, que la loi protège les gens honnêtes, que la communauté peut se défendre contre ceux qui veulent la détruire.
Je suis comptable. Mon métier, c'est les chiffres, les procédures, les documents, les preuves. C'est exactement ce qu'il fallait pour cette bataille. Mais au fond, ce qui m'a donné la force de continuer, ce n'était pas mon métier. C'était mes voisins. Madame Fontaine et son jasmin, les Castellane et leur sommeil, les Durand et leur bébé. Tous ces gens qui comptaient sur moi pour faire quelque chose. On dit souvent que les Français ne savent pas vivre ensemble, qu'on est individualiste, qu'on ne pense qu'à nous. C'est faux. Quand il le faut vraiment, quand la menace est claire, quand quelqu'un s'en prend à notre communauté, on sait se rassembler, on sait se battre ensemble et on sait gagner. Voilà, c'était mon histoire, l'histoire de comment un homme a voulu voler notre terrasse et de comment on l'a arrêté. Si vous avez votre propre histoire de voisin cauchemardesque, racontez-la dans les commentaires. J'aimerais vraiment vous lire. Et qui sait, peut-être que votre histoire sera racontée dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos voisins et n'oubliez pas, face à l'injustice, on n'est jamais vraiment seul. À très bientôt.